Parfait. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Je vais juste arrêter ma caméra pour la vidéo parce que mon ordi est en train de péter un plomb. Mais voilà, je suis là. J'ai juste oublié de faire quelque chose. Dans le sommaire, je vais le noter. Je suis désolée, j'avais pas vu que j'avais pas mis le bon sommaire. Voilà, on peut commencer. Bon, j'espère que ça va pas trop voguer. C'est bon, ça enregistre, parfait. Parce que j'étais en cours de l'AS 1 juste avant et j'ai dû prendre en vidéo, comme vous pouvez le voir, et mon ordi est en train de convertir la vidéo. Donc il fait beaucoup de bruit. J'espère que ça va pas bugger, que ça va se finir rapidement. Parfait. Du coup, biostatistique. Aujourd'hui, déjà bonjour, je m'appelle Alexia Mancis. C'était moi qui vous ai présenté le cours sur les variables qualitatives. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le cours sur les liaisons entre deux variables qualitatives et quantitatives. Et je suis en troisième année de médecine. Avant de commencer, je tiens juste à préciser quelque chose, c'est que le cours, je vais pas vous mentir, il est super dur. Moi, je l'ai trouvé très, très compliqué. J'ai eu un peu de mal à le faire. Donc, si j'ai du mal, je vais essayer de faire le plus simplement possible et je vais essayer d'aller bien doucement. On n'a pas mis la totalité du cours. Il manque la moitié du cours. Mais on s'est dit déjà, la partie qu'on a fait, c'est assez complexe. Donc, on a préféré le scinder et garder la partie, selon moi, importante, avec le plus de formules, etc. Comme ça, la pré-entrée n'est pas là pour vous faire peur, c'est là justement pour vous faire une introduction. Donc, je vous fais une introduction à ce qu'est la liaison entre deux variables qualitatives et quantitatives. Mais voilà, gardez en tête que ce n'est pas le cours en entier. On a essayé de faire notre mieux pour rendre la chose, comme hier, si vous étiez là, le plus interactif possible et essayer de le rendre bien et le plus simple, même si c'est assez compliqué. Et du coup, voilà, on va pouvoir commencer. Alors, au niveau du sommaire, on va d'abord commencer par les définitions des dénominations parce que, y a des choses importantes et des bases importantes à connaître. Ensuite, on va parler de la comparaison de deux moyennes observées dans des échantillons indépendants. Et dans cette partie, on va parler des cas des grands échantillons et des cas des petits échantillons. Là, j'ai fait une faute. Je change un sinon je ne changerai pas. Voilà. Au niveau des définitions et des dénominations. Tout d'abord, la définition d'une population. Une population, c'est un ensemble d'individus ou d'objets ayant en commun un attribut ou une propriété qui caractérise cet ensemble. Un échantillon, néanmoins, c'est une partie de cette population. Donc, par exemple, on va prendre par exemple la population française et on va prendre un échantillon de personnes avec des cheveux rouges. Voilà, c'est ça un échantillon. On prend une grande population et l'échantillon, c'est une toute petite partie de cette population. Au niveau des dénominations, donc je vais vous parler de quelques dénominations. Tout d'abord, quand vous allez voir un petit n, ça veut dire le nombre de personnes dans cet échantillon. Un grand E ou un genre de sigma comme ça, c'est ce qu'on appelle un écart type. Var, ça veut dire variance. E, c'est l'estimation du test. Et X, c'est une moyenne. Il y a d'autres signes qu'on va voir pendant le cours. J'ai une petite feuille, une petite photo sur mon téléphone sur ce que ça indique à chaque fois. Donc, peut-être que si vous voulez, je vous le mettrai dans la fin de la diapo, comme ça, vous savez. Et voilà, donc globalement, c'est ça. Par contre, ce cours, il est un peu embêtant aussi parce qu'en gros, parfois, X, pour la moyenne, par exemple, ça se montre X, mais ça se montre aussi, vous savez, le petit U comme ça, là. Bizarre, parce que vous allez voir. Pardon, c'était pour... Oula, désolée. C'était la vidéo de tout à l'heure, pardon. Du coup, oui, je disais que parfois, pour moyenne, il y a différentes dénominations, mais ne vous inquiétez pas, je vous le préciserai à chaque fois. On peut commencer le cours maintenant. Maintenant qu'il y a ces bases-ci. On va commencer par la comparaison de deux moyennes observées dans des échantillons indépendants. Tout d'abord, on va commencer par la comparaison de deux moyennes
des moyennes de 2 sous-populations, donc de 2 échantillons globalement. On prend 2 échantillons d'une même population, le groupe N1 et N2. Ici, sur le schéma, c'est présenté en groupe A et groupe B. Le groupe A et le groupe B, ils viennent d'une même population. Par exemple, on va prendre la population de personnes qui habitent à Marseille. On va prendre pour le groupe A les personnes qui se baladent en vélo, enfin qui se déplacent en voiture. Et le groupe B, c'est le nombre de personnes qui se déplacent en transport en commun. On va dire que c'est ça. Si la différence observée entre les 2 moyennes de ces 2 populations-ci est proche de 0, on dira que cette dernière est due aux fluctuations lors de la constitution des échantillons. Pour un exemple, pour vous expliquer, en gros, si dans la population des personnes qui se transportent en vélo, qui se déplacent en voiture d'un population de Marseille, elle est égale à, je dis des bêtises, 30%. Et que la population des personnes qui se déplacent en transport en commun, elle est de 35%. On va voir, si on fait la différence entre les deux, donc on va faire 35 moins 30%, on va se retrouver avec 5%. 5%, c'est égal à 0,05. Cette moyenne, elle est proche de 0. Et dans ce cas-là, on va dire que cette dernière, donc la différence observée, elle est due aux fluctuations lors de la constitution des échantillons. Donc en gros, ça veut dire que normalement c'est 0, mais voilà, c'est pas parfait. La vie, elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas tant de personnes qui font du vélo. Il y a quand même des différences, enfin, qui font du transport en commun. Il n'y a pas ce nombre précis de personnes qui font du transport de la voiture, pardon. Et donc, en gros, la différence entre les deux, elle peut être due à des fluctuations, à des différences dans la constitution de l'échantillon. Il y a eu des petits problèmes, mais rien de bien fou et ça reste quand même, vrai. Et du coup, dans ce cas-là, quand c'est proche de 0, on va dire que les durées moyennes vraies sont les mêmes. Donc, voilà, on va dire la différence observée, elle est proche de 0, donc en soi, les moyennes, c'est la même chose. Donc là, on va pouvoir voir. Si vous regardez les courbes, vous voyez que les courbes, elles se superposent presque. Donc, en gros, c'est la même chose, on va dire. Néanmoins, quand on prend deux échantillons d'une même population, N1 et N2, là, on prend toujours pareil. Groupe A, c'est le nombre de personnes qui se déplacent en voiture. Groupe B, on va dire que cette fois-ci, c'est le nombre de personnes qui se déplacent en vélo. Si la différence observée entre les deux moyennes n'est pas proche de 0, on dira que cette dernière ne peut pas être due aux fluctuations des échantillons. Pour imaginer la chose, on va se dire, OK, le groupe A, on va toujours rester, il y a 30% de personnes à Marseille qui se déplacent en voiture. Par contre, il n'y a que 5% de personnes dans l'échantillon, dans la population, dans le groupe B, qui se déplacent en vélo. 30 moins 5, ça fait 25. Donc là, ça fait quand même une grosse différence. C'est pas très proche de 0. Dans ce cas-là, on va dire que cette différence, elle n'est pas due aux fluctuations de la constitution des échantillons. C'est pas juste, oui, il y a 2-3 personnes. Non, c'est genre, du coup, les différences, la durée moyenne, les durées moyennes vraies, elles sont différentes et on peut pas dire qu'elles sont exactes parce qu'il y a de trop grosses différences pour dire que c'est juste quelque chose comme ça ponctuel. Est-ce que vous avez compris? J'ai essayé de l'imaginer au plus possible pour pouvoir que ça soit assez parlant, mais est-ce que vous avez bien compris? Oui, parfait. OK. Donc, il y a deux situations qui s'offrent à nous selon la taille des échantillons. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, j'ai fait des fautes, c'est pas possible. Je les change maintenant parce que sinon, je suis désolée. Donc, il y a deux situations dans les échantillons indépendants, n'oublie pas, selon la taille des échantillons. Il y a une situation où quand le nombre de populations dans chaque échantillon est supérieur ou est égal à 30. Et il y a une situation différente aussi quand le nombre de personnes dans l'échantillon est inférieur à 30. Ce n'est pas forcément de personnes, mais quand le nombre de l'échantillon numéro 1 et le nombre de l'échantillon numéro 2 est supérieur à 30, ou quand le nombre de l'échantillon numéro 1 ou le nombre de l'échantillon numéro 2 est inférieur à 30. Donc là, le ou, il est très important parce que il y en a un qui peut être supérieur, il faut que ça soit inférieur à 30, qu'il y en a un des deux qui soit inférieur à 30. Alors que là, il faut que les deux soient supérieurs à 30 pour pouvoir utiliser ce cas-ci. On va commencer par le cas des grands échantillons N1 et N2 qui sont supérieurs à 30.
Alors, si vous avez été là hier, j'ai essayé de faire à peu près la même chose qu'hier au niveau de la mise en page pour que ça soit assez clair. Si c'est pas clair, vous me le dites, vous m'arrêtez, parce que même moi, je m'embrouille un peu des fois dans l'explication, parce que je ne vais pas vous mentir, c'est assez complexe, mais je vais faire de mon mieux pour que ça soit le plus clair possible. Donc, je ne sais pas combien de temps le cours va durer, mais je vais essayer de prendre mon temps au max. Donc, comme hier, les étapes les étapes pour comparer l'échantillon, en premier, la première chose à faire, c'est les hypothèses à tester. Donc, comme hier, on a le même principe, H0, HA. H0, c'est quand les moyennes sont identiques. HA, c'est quand les moyennes sont différentes. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des fois, les moyennes, elles sont montrées par un U bizarre. C'est celui-ci de U là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. Si vous voyez ça, ça veut dire moyenne aussi. Un cycle X aussi, ça veut dire moyenne. Du coup, H0, les moyennes sont identiques. HA, les moyennes sont différentes. Le choix du risque alpha. Deuxième chose à faire, on choisit le risque alpha. Souvent, c'est donné dans l'énoncé, je le rappelle, mais globalement, franchement, tout le temps, presque, c'est 0,05 le risque alpha, qui est égal à 5%. Ensuite, la troisième chose à faire, c'est vérifier que les conditions d'application elles sont respectées. Ici, dans les cas des grands échantillons, les conditions à respecter, c'est que les deux échantillons doivent être pris au hasard et les échantillons doivent être indépendants. Et évidemment, il faut que le nombre le nombre de populations soit supérieur ou égal à 30 pour pouvoir utiliser cette technique-ci. Quand vous avez fait tout ça, on passe à la suite. Et évidemment, à chaque fois, je vais imager le cours avec des exemples. Donc là, j'essaie de passer un peu rapidement pour expliquer, enfin pas rapidement, mais voilà. Je ne vais pas de m'attarder dessus parce que c'est quand même vachement abstrait. Je ne vais pas vous mentir. Mais voilà. Du coup, la quatrième chose à faire, c'est calculer la statistique du test de l'écart-type. Du coup, le calcul le calcul de la statistique du test de l'écart réduit. C'est dur. Donc, soit la x, la variable aléatoire de la moyenne d'échantillons. X, ça veut dire que c'est la moyenne. On doit montrer que l'écart entre x1 et x2 suit une loi normale de moyenne 0 si les moyennes sont identiques. Donc, je répète, l'écart entre les deux moyennes, donc la moyenne de le premier échantillon et la moyenne du deuxième échantillon, doit suivre une loi normale euh, de, du H0. Donc, en gros, il faut montrer que ça, c'est égal à 0 parce que les deux moyennes sont identiques. X1 et X2, ils sont indépendants car les échantillons sont indépendants. Donc, on va utiliser cette formule-ci. Alors, je vais essayer de l'expliquer le plus facilement possible. Il faut faire ce calcul-ci. Donc, on va avoir la variance, de l'écart entre les deux moyennes qui est égale à la variance de la première moyenne, enfin la moyenne de l'échantillon numéro 1, plus la variance de la moyenne de l'échantillon numéro 2. Et tout ça, c'est égal à l'écart type. Non, pardon, ça, c'est la variance de l'échantillon numéro 1. En gros, écart type, c'est juste le petit sigma, et variance, c'est le sigma avec le carré. Donc voilà, ça veut dire la variance de l'échantillon numéro 1 divisé par le nombre de personnes dans l'échantillon, plus la variance de l'échantillon numéro 2. Ça ne veut pas dire au carré, hein, qu'on soit clair. C'est juste, ça se note comme ça. La variance de l'échantillon numéro 2 divisé par le nombre de personnes dans l'échantillon numéro 2. Et ça, on dit que ça s'appelle la variance de D. La variance de la différence. Est-ce que vous avez compris cette partie? Encore une fois, je vais vous donner des exemples, ça va être beaucoup plus imagé, mais voilà, pour la formule, est-ce que vous avez compris la formule ou j'aurais expliqué? Oui, c'est bon? Oui. Sachant que ça, c'est des chiffres qui vont vous être donnés, hein. Ce n'est pas des choses que vous devez calculer. En soi, vous avez juste à prendre cette formule-ci. Ensuite, quand vous aurez calculé tout ça, vous devrez calculer E, qui est égal, si je ne dis pas de bêtises, à l'écart type.
Du coup, l'écart type, il est égal à la moyenne, du coup, à l'écart entre la moyenne 1 de l'échantillon numéro 1 et l'échantillon numéro 2, divisé par la racine carrée de la variance de la différence. Donc, en gros, l'écart type, il est égal à l'écart entre les deux moyennes, divisé par l'écart type, la variance, pardon, de la différence euh, en racine carrée. Donc, en gros, ça, vous pouvez très bien le mettre en dessous. Donc, ça pourrait faire E est égal à x1 moins x2, divisé par la racine carrée, évidemment, entre parenthèses, de la variance de l'échantillon numéro 1 divisé par le nombre de l'échantillon numéro 1, plus la variance de l'échantillon numéro 2 divisé par le nombre de l'échantillon numéro 2. Si vous n'avez pas directement ça, vous pouvez utiliser ça. Donc ça, c'est un calcul à savoir. Et bien sûr, il faut que E suit la normale 0, 1, sous l'hypothèse H0. Est-ce que c'est bon pour cette partie? Oui, parfait. Si c'est bon, si c'est clair, ça me va. Si vraiment ce n'est pas clair, vous me dites. Donc, on reprend au niveau de la belle courbe de Gauss. Sous H0, la moyenne de l'échantillon numéro 1 est égale à la moyenne de l'échantillon numéro 2. Donc, les courbes vont se superposer. E, c'est quoi? E, c'est l'écart type, regarde. Regarde, je l'avais mis juste ici. E, ou alors sigma, c'est l'écart type. Grand E, majuscule, que vous avez ici, c'est l'écart type. Dans le cours aussi, c'est écrit, mais je vérifie que c'est bien ça. Mais ouais, c'est l'écart type, le grand E. Donc, je reprends. Soit 0, la moyenne de l'échantillon numéro 1 est égale à la moyenne de l'échantillon numéro 2. Donc, les deux courbes vont se superposer. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, si vous vous souvenez. Et je rappelle juste un petit truc sur la loi normale. La normale, c'est une courbe en cloche avec le sommet de la cloche indiquant la moyenne. Voilà. Donc là, par exemple, la moyenne, c'est 0,4. Là, c'est 0,13 la moyenne. Voilà. C'est juste pour vous rappeler. Ensuite, c'est toujours le calcul de la statistique. La statistique du test noté petit e correspond alors à la différence des moyennes exprimées en unités d'écart type estimées et suit la loi normale N01 si H0 est vrai et si N1 et N2 sont supérieurs ou égaux à 30. Donc, on reprend parce que c'est un peu compliqué ici. La variance de l'échantillon numéro 1, elle est estimée par ce qu'on appelle ce petit truc-là, c'est l'estimation de la variance. Quand il y a S avec un truc comme ça, c'est l'estimation de la variance ici, du coup de l'échantillon numéro 1. Cette estimation de la variance, elle est égale à la somme de la différence entre du coup x de 1i moins la moyenne de x1. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous verrez que quand je vais vous montrer des exemples, ça va être beaucoup plus parlant, divisé par le nombre, le nombre dans l'échantillon, moins 1. Et pareil, pour la variance de l'échantillon numéro 2, c'est la somme de x du canon, bien sûr, de i à n2, le chiffre moins la moyenne, divisé par n2, moins 1. Et ensuite, quand vous avez calculé l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 1 et l'échantillon numéro 2, vous pouvez calculer la variance de la différence qui est estimée du coup par l'estimation de la différence, de la variance de différence qui est égale du coup à l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 1 divisé par n de 1 plus l'estimation de la variance numéro 2 divisé par n de 2. Donc en gros, c'est égal à ça divisé par n de 1 plus ça divisé par n de 2. Et après avoir fait tout ça, oui, on va calculer du coup l'écart type, petit e. Non, pardon, la statistique du test, excusez-moi. Le petit e, c'est statistique du test, c'est écrit ici, je le mettrai en gras, qui est égal du coup à la différence entre la moyenne de l'échantillon numéro 1 moins la moyenne de l'échantillon numéro 2 divisé par l'estimation de la variance de la différence,
qui était, du coup, ça, c'est égal à ça. C'est très abstrait ce que je vous dis, vraiment, mais vous allez voir que dans les exemples, c'est un peu plus parlant. Est-ce que c'est bon ou je réexplique? Bon, c'est bon, parfait. Ensuite, comme hier, après avoir fait tous ces petits calculs qui sont bien compliqués et qui te prennent bien la tête, tu fais la partie la plus simple, entre guillemets, la conclusion du test. Après avoir fait ce qu'on a fait avant, vous avez déjà réussi. Pour faire la conclusion du test, pour le risque alpha choisi, donc je vous rappelle globalement c'est 0,05, on lit la valeur seuil n alpha dans la table numérique bilatérale de la loi normale. Si la valeur absolue de la statistique du test est inférieure à la valeur seuil de n alpha, alors on conserve H0. Cependant, si la valeur absolue de E est supérieure ou égale à la valeur qu'on trouve dans le tableau pour le alpha équivalent, alors on rejette H0 pour accepter HA au risque alpha. Est-ce que je répète ou ça va? C'est le même principe qu'hier si vous avez vu le cours d'hier. C'est juste en soi les valeurs qui changent. C'est pas le même calcul. Mais est-ce que vous voulez quand même que je réexplique pour que ce soit bien clair? Non, ça va, c'est bon? Ok, parfait. Je réexplique pas. Même si, bien sûr, après, je réexpliquerai parce qu'il y a les exercices. Ensuite, du coup, là, c'est un peu pour imager ce qu'on vient de dire. Donc là, pour si la valeur absolue, etc., si je l'ai mis sous forme de courbe, comme ça, c'est plus simple à comprendre. Ça, c'est quand on non-rejet de H0. Donc, quand on accepte H0, ça veut dire que E, donc la statistique, elle est comprise entre plus n de alpha et moins n de alpha. Ce qui équivaut à dire que la valeur absolue de E est inférieure à n de alpha, enfin, à la valeur qui est n de alpha. Sachant, je vous le dis maintenant, s'il y a une valeur à connaître dans le tableau de, de la loi bilatérale nominale, c'est le n de alpha de du coup 0,05, c'est égal à 1,96. Si je ne dis pas de bêtises, c'est écrit juste après. Mais voilà, ça c'est là, il faut savoir, comme ça vous le savez. Donc en gros, si votre risque alpha c'est 0,5, votre n de alpha est égal à 1,96 et ça veut dire que E, il est inférieur, enfin la valeur absolue, attention, de E est inférieure à 1,96. Et dans ce cas-là, on ne rejette pas H0, on l'accepte. Cependant, si le E, donc la statistique du test, elle est supérieure à plus de n alpha, donc supérieure à 1,96 ou inférieure ou égale à chaque fois à moins 1,96, dans ce cas-là, la valeur absolue de E, elle est supérieure à 1,96 et dans ce cas-là, on rejette H0. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est vraiment pour imager, ça, c'est pas à savoir, mais c'est juste pour que vous compreniez en fait un peu pourquoi on rejette et pourquoi on ne rejette pas. Je trouvais ça un peu plus parlant que... voilà. Donc, et la dernière chose à faire, même si après là, c'est long, c'est la détermination du degré de signification. Donc, encore une fois, on va lire dans la table numérique bilatérale la loi de la loi normale, la valeur de P, telle que la valeur absolue de n de P, la valeur absolue est égale à n de P, ou la valeur la plus proche de P. Je vous expliquerai un peu plus tard, mais voilà, quoi. En gros, c'est ça. Et voilà. Là, après, c'est un peu la même chose. En gros, là, je n'ai pas expliqué, mais c'est juste pour vous montrer que du coup, P, c'est ce qu'il y a après votre statistique du test. Et normalement, c'est très petit. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus ou moins grand.
Voilà. Maintenant, est-ce que c'est bon? Parce que là, on va passer aux exemples. Ça va être beaucoup plus parlant. Je suppose que c'est bon. Je vais aller doucement sur les exemples, comme ça. Je suis sûre que vous avez compris. Et de toute façon, je vais faire le rendre un peu de rendre le truc interactif, comme ça, euh, vous saurez quoi faire. Enfin, je vous laisserai le temps de faire à chaque fois les exercices. Pour l'exemple de cas de grands échantillons quand N1 et N2 sont supérieurs ou égaux à 30. L'exemple ici, c'est la durée moyenne vraie de séjour en réanimation après une chirurgie abdominale est-elle différente de la durée moyenne vraie de séjour en réanimation après une chirurgie vasculaire? Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Pour répondre à cette question, on a prélevé au hasard parmi les dossiers d'un service de réanimation N1 égale 100 dossiers de malades réanimés après une chirurgie abdominale et N2 est égal à 90 dossiers de malades réanimés après une chirurgie vasculaire. La durée moyenne du séjour en réanimation a été respectivement de X1 est égal à 9 jours pour du coup l'échantillon numéro 1, avec une variance de l'échantillon est égale à 8,8 et de X2 est égal à 7,9 pour l'échantillon numéro 2 et une variance de l'échantillon qui est égale de l'échantillon numéro 2 qui est égale à 8,5. Donc déjà, vous avez cet énoncé. Ce que je conseille toujours de faire, c'est de surligner, de souligner ou faire ce que vous voulez, mais mettre en valeur les choses importantes. Déjà, prélever au hasard, c'est bon parce que c'est une de nos conditions à respecter. On surligne les nombres d'échantillons, là, les moyennes, les variances, et comme ça, avec ça, on a tout ce dont on a besoin pour réussir. Déjà, on pose les bases. Ensuite, la première chose à faire, avant de se lancer dans des calculs, évidemment, moi, je le conseille toujours, vraiment, en biostat, faites des tableaux. C'est ce qui permet le mieux de comprendre la chose, ça met les choses au clair, parce que franchement, quand vous passez d'un truc comme ça, où c'est genre, il y a des informations de partout, vous perdez, à un tableau tout beau, comme ça, franchement, c'est beaucoup plus simple. Du coup, on a fait le petit tableau avec la population en chirurgie abdominale qui est égale à 100, avec une durée moyenne de séjour qui est égale à 9, une variance de l'échantillon qui est égale à 8,8. Pour la chirurgie vasculaire, 90, 7,9 et 8,5. C'est les bonnes valeurs, on vérifie, oui, c'est bon. Du coup, après ça, on peut poser les bases. Les hypothèses à tester. La différence de durée moyenne de réanimation est due aux fluctuations d'échantillonnage H0 et la différence de durée moyenne n'est pas due aux fluctuations d'échantillonnage HA. Donc ça, on va s'en servir pour la suite, après pour la conclusion, pour savoir si c'est dû ou non aux fluctuations d'échantillonnage. Ici, la différence D, elle est égale à 9 moins 7,9 qui est égal à 1,1. Donc ça, il faut montrer que il faut le comparer en fait à 0. Donc cette différence-là, on va le comparer à 0 au fur et à mesure. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure, mais voilà. En gros, vous faites la différence et on a un chiffre, il faut le comparer à 0. Est-ce que 1,1, est-ce que c'est proche de 0 ou pas? Est-ce que les fluctuations, elles sont dues ou non aux fluctuations d'échantillonnage ou pas? Parce que là, en vrai, on ne peut pas vraiment savoir. Se dire, ouais, je ne sais pas trop, est-ce que c'est proche de 0 ou pas? On ne sait pas pour l'instant. Il faut faire tous les calculs des statistiques pour savoir. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Avant de passer au vif du sujet, non, j'ai d'autres choses à faire. Ça, c'est n'importe quoi. Toujours le tableau. Ensuite, évidemment, comme j'ai dit, numéro 2, choix du risque. Alpha est égal à 0,05, pardon, ce qui fait 5%. Et les conditions d'application. L'échantillon est indépendant, ils sont pris au hasard et la taille sont supérieures à 30. C'est bon. On a vérifié les conditions d'application. On peut passer maintenant au calcul. Tout est bon. D'ailleurs, ça, faites-le, même si quand même vérifier à chaque fois parce qu'il est possible qu'on vous passe pardon. Enfin, faut les apprendre parce qu'on ne sait jamais s'il peut avoir un petit système en disant oui, est-ce que les conditions d'application sont respectées, oui ou non. Voilà, il faut quand même les savoir dans un coin de sa tête. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez calculer la statistique du test. Donc, je rappelle. Oula, vous avez la réponse. J'avais pas vu. Je rappelle tout ça. Donc, nous, ça, on l'a. Donc, on n'a pas besoin de le calculer. En soi, le grand E, là, pour l'instant, on n'a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est de calculer
l'estimation de la variance, donc S de 1, et l'estimation de la variance pour ensuite pouvoir calculer l'estimation de la différence, ensuite calculer l'échantillon. C'est beaucoup, la statistique du test. Donc, on va commencer d'abord petit à petit par, je remets, voilà, par les statistiques du test. Je vous laisse le faire. Je vous ai mis toutes les infos ici. Dès que vous avez fini, vous me dites et on corrige. Donc là, vous calculez, vous avez toutes les informations ici. Je vous ai laissé la formule quand même parce que je ne suis pas trop fourbe. Mais voilà. On estime la variance parce que la variance donnée est celle de la population et non de l'échantillon. Voilà, exactement. Non, c'est l'inverse. On doit estimer la variance parce qu'on connaît la variance de l'échantillon, mais pas de la population. Et on essaye de voir si les différences dans la population, en fait, elles sont dues aux fluctuations. Enfin, voilà, c'est l'inverse. Je vous laisse, quelle heure il est? Il est 36. Je vous laisse aller jusqu'à 38 pour le faire. Et dès que vous avez fini, vous me dites. Et si vous n'y arrivez pas, vous me dites aussi et on corrige ensemble de toute façon. Est-ce que certains l'ont trouvé ou pas? Là, pour l'instant, c'est pas compliqué vu qu'on a toutes les valeurs. C'est juste, en fait, en vrai, le cours, il n'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il y a beaucoup d'étapes et du coup, on peut vite se perdre dans les étapes. Mais il faut toujours bien poser une bonne base, comme je vous dis, les tableaux, etc. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Est-ce que certains ont trouvé? Est-ce que certains ne comprennent pas? Est-ce que vous voulez qu'on corrige maintenant? Bon, je vais prendre ça pour que vous ne compreniez pas. Du coup, on va corriger maintenant ensemble. Là, pour l'instant, ce n'est pas très compliqué, en gros. Avant de vous montrer la réponse, je vais vous expliquer. Là, vous calculez la variance l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 1. On va dire que l'échantillon numéro 1, c'est la chirurgie abdominale. Donc, vous prenez la variance de l'échantillon numéro 1. Ici, c'est donné, c'est 8,8. Donc, pas de calcul à faire. Fois le nombre de personnes dans l'échantillon divisé par le nombre de l'échantillon moins 1. Donc, en fait, vous faites tout simplement 8,8 fois 100 divisé par 100 moins 1. Et là, vous faites la même chose pour l'échantillon numéro 2. Ok, on va vérifier ça de suite. Je réexplique juste pour la deuxième et après, on regarde ça ensemble. Ensuite, on fait l'échantillon de la variance, l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 2. Donc, on prend la variance de l'échantillon numéro 2, 8,5 fois 90 divisé par 90 moins 1, tout simplement. Pareil, bah parfait, si vous avez trouvé ça. Parfait, c'était ça. Vous avez bien trouvé. C'est une bonne étape. Bravo à vous.
Du coup, après avoir fait tout ça, c'est ce que je vous ai expliqué, on trouve 8,89 et 8,59 pour l'échantillon numéro 2. Donc l'échantillon numéro 1, on a décidé que c'était chirurgie abdominale, et l'échantillon numéro 2, on a décidé que c'était chirurgie vasculaire. Après avoir fait ça, si vous vous souvenez, il faut calculer du coup S de D, enfin l'échantillon, pardon, l'estimation de la variance, c'est dur à dire, hein, l'estimation de la variance de la différence, et ensuite calculer la statistique du test. Tout ce qu'il faudra, tout ça, oui, il faudra faire sans calculatrice. Après, là, en gros, là, les chiffres, ils sont très compliqués, on va pas se mentir. Mais vu que vous n'avez pas de calculatrice, c'est des chiffres beaucoup plus simples à faire. Là, c'est l'exemple du cours. Et du coup, vu que pendant le cours, vous avez le droit à la calculatrice, et pendant vous entraînez aussi, ils mettent des chiffres un peu méchants. Mais nous, on va tout faire pour vous mettre des chiffres assez simples pour que vous puissiez le faire sans calcul. Quoi. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas comme ça? Parce que mes écouteurs ont plus de batterie et du coup, je suis sur le son de mon ordinateur. Oui, ok. Parfait. Du coup, on en revient où on était. Alors maintenant, on va calculer du coup l'estimation. Tout d'abord, je les ai mal corrigés, mais il faut d'abord calculer l'estimation de la variance de la différence qui se calcule du coup avec l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 1 divisé par le nombre de l'échantillon numéro 1, enfin la somme, et de l'échantillon, l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 2 divisé par le nombre de l'échantillon dans le numéro 2. Donc d'abord on calcule ça, puis après on va pouvoir du coup calculer la statistique du test, et là qui se calcule avec la différence entre l'échantillon numéro 1 et de moyenne pardon, entre l'échantillon numéro 1 et l'échantillon numéro 2, divisé par, il ne faut pas l'oublier, la racine carrée de l'estimation de la variance de la différence. Est-ce que c'est clair? Je vous laisse jusqu'à 45 pour le faire. Et après, on corrige ensemble. Et je vous ai mis évidemment les valeurs qu'on a trouvées juste avant.
Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, parfait. On va voir la correction du coup. Donc, je répète. Ah, mince, j'ai pas mis le calcul. Ah, bah si, il est en dessous. Là, vous voyez, ils n'ont pas fait le calcul séparément. Vous pouvez faire le calcul séparément, mais c'est pas très grave. Vous voyez, ils ont fait tout d'abord. Du coup, ils ont pris ce premier calcul, c'est 0. Ok. Du coup, je n'ai pas le détail de ce calcul, mais si tu trouves l'estimation finale qui est égale à ça, ça veut dire que c'est égal à ça. Mais ici, ils ont pas fait, j'ai pas fait le calcul en détail de celui-ci, j'ai fait directement. Vous pouvez le faire séparément, vous pouvez faire directement en dessous, il n'y a aucun souci si vous faites comme vous vous sentez. Du coup, on va quand même le décomposer pour le calcul de l'estimation de la variance de la différence. On a pris, du coup, 8,89, donc, ce qui est égal à l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 1, divisé par l'échantillon numéro 1, 100, plus l'estimation de l'échantillon numéro 2, 8,59, divisé par 90. Tout ça sans oublier la racine au carré. Et ils ont fait tout simplement 9,9, 9 pardon, divisé par moins, oula, j'arrive pas à parler, 9 divisé par 1,1. Oula, j'arrive pas à parler. Je reprends. 9 moins 7,9 qui est égal à 1,1 et à la fin, on trouve 2,56. Est-ce que Léa, si tu fais le calcul, ensuite, tu trouves avec 0,184, tu trouves 2,6 aussi. Ça reste juste ou pas? Ben Ok, parfait. Pourquoi le D, il est passé en dénominateur? Comment ça, le D est passé en dénominateur? Il n'était jamais en bas. Je passe le passage de la formule à l'application. Mais où est-ce que tu vois que le D est passé? Le D, en fait, c'est ça. Il n'était pas au numérateur, enfin, il a toujours été en haut. Ça, en fait, c'est en fait, en gros, là, je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. Ça, en fait, ça veut juste dire le petit d là. Ça, le S2D, c'est l'estimation de la variance de la différence. C'est pas la différence en elle-même. La différence, elle est ici. Ça, c'est l'estimation de la variance de la différence. Bah, 9,1,1, il n'y a pas de souci, c'est juste 9 moins 7,9. Ça fait 1,1. C'est tout simplement. Ça, en fait, en gros, c'est le truc en haut, là, c'est le D, ce qu'on avait calculé tout à l'heure. C'est l'écart entre les deux moyennes. Donc 9 moins 7,9, c'est égal à 1,1. C'est tout simplement. Est-ce que, Fanny, tu as compris pourquoi est-ce que tu pensais que ce D était bon? Oui, merci. Ok, parfait. Et Misa, j'ai trouvé 2,59, ça reste juste ou pas? Il faut faire attention quand même, je ne sais pas où est-ce que tu t'es trompé. Peut-être que tu as changé une unité, mais voilà, faites bien attention de bien à chaque fois relire vos calculs pour être sûr de ne pas vous tromper. Là, je ne vais pas te mentir pour 0,03, normalement ça va rester juste, ils ne sont pas aussi bourbes que ça, mais fourbes, pardon, que ça. Mais c'est peut-être parce que du coup, tu as pris 0,18 et pas 0,184. C'est peut-être aussi pour ça que tu as trouvé 0,259 et pas 2,56. Mais du coup, en vrai, je vous conseille de faire directement ça en dessous. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le chiffre exact. Du coup, voilà, c'est bon pour la statistique du test. On a calculé maintenant. On va passer à la conclusion du test. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour passer à la conclusion du test. Vous vous souvenez, on compare pardon. On compare le statistique du test du coup à la valeur que prend la loi normale quand l'alpha est égal à 0,05. Ça, c'est à savoir à 100 milliards de pourcents parce qu'au moins, vous n'avez pas à chercher sur le tableau à chaque fois. Pour n est égal à 0,05, quand la valeur de la loi normale, quand l'alpha est égal à 0,5, c'est 1,96. C'est à savoir, à connaître, et c'est valable tout le temps. Quand c'est une loi normale, la valeur de la loi normale à 0,05, c'est 1,96. Du coup, maintenant, je vais juste vous laisser 30 secondes pour vous me dites si du coup on accepte ou on rejette H0, sachant que je le rappelle, on accepte H0 quand
la valeur la valeur absolue de l'estimation est inférieure à n de, enfin, à ce n-là, enfin, voilà, et on rejette H0 quand elle est supérieure. Je vous ai un peu donné la réponse, mais dites-moi. Si on accepte ou on rejette H0. On rejette du coup. Voilà, parfait, vous avez compris, vous êtes trop fort. On rejette H0 et on en conclut, au risque de 5%, que la différence des durées moyennes d'hospitalisation est statistiquement significative. Donc, en gros, la différence, elle n'est pas due à des fluctuations dans l'échantillonnage. C'est des vraies différences entre la durée de moyenne d'hospitalisation quand on sort de chirurgie vasculaire ou chirurgie abdominale. Voilà. Maintenant, on va... Oula, mince, bon, tant pis. Vous avez la réponse, j'ai oublié de mettre l'effet. La détermination du degré de signification. La dernière étape. Et cette dernière étape, on prend le même principe. On a le petit tableau de la loi normale et on va comparer les valeurs à chaque fois. Donc, on prend alpha. En fait, en gros, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on va regarder notre statistique du test, elle est égale à 2,56. Ici, en fait, il faut tout simplement trouver où est-ce qu'il y a 2,56. Là, on voit qu'on a 2,33. Là, on a 2,58. Donc, notre statistique du test, elle se trouve entre. Donc, pour ça, on va dire que, du coup, le degré de signification, il est inférieur à 0,02. Mais il n'est pas supérieur, il n'est pas inférieur à 0,01 parce qu'en fait, en gros, il se retrouve entre 0,01 et 0,02, mais on va juste dire tout simplement qu'il est inférieur à 0,02. Est-ce que vous avez compris pour la degré de signification du test? Oui, oui, parfait. Du coup, je vais répondre à ta question. Il y avait une question que j'ai dit que je répondrais après de KMP. La question, c'était, je la redis, c'est pour moi, c'est simple de faire les calculs, mais je trouve plus compliqué à garder en tête à quoi correspondent les calculs et pour quel but on les fait. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est très compliqué, moi aussi, je trouve, de savoir où est-ce calcul, on fait quoi, comment on fait. C'est pour ça, en fait, que moi, je vous conseille de faire des fiches, tout simplement. Si vous devez faire des fiches sur une matière, je vous dirais de faire des fiches sur biostat avec, à chaque fois, vous mettez en fait les étapes de ce que vous devez faire, comme j'ai fait là. Moi, je trouve, après vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est assez clair comment j'ai organisé la chose. J'ai mis, OK, en premier, on fait ça, du coup, en premier, on fait les hypothèses, en deuxième, le choix du risque, en troisième, les conditions, et ensuite, on calcule l'estimation, et vous mettez en premier, OK, ce calcul-là, il faut que je fasse ça pour ensuite pouvoir calculer là, parce que dans le deuxième calcul, on me demande d'avoir fait le calcul numéro 1, et vous savez, vous faites des étapes petit à petit de tout ce que vous devez faire, et ça permet de mettre de mettre au clair en fait tous les calculs, dans quel ordre ils doivent être faits, à quoi ils correspondent. Moi aussi, ce que j'avais du mal quand j'ai fait le cours, c'est par exemple, on a tellement de lettres, on a E, on a sigma, on a ci, on a ça. Vous faites une fiche, et franchement, je ne les comprenais pas. Vous faites une fiche avec écrit, OK, X, c'est égal à la moyenne. E, c'est les statistiques du test. Sigma, c'est la variance du test. Le S, là, c'est l'estimation de la variance de l'échantillon. S avec un 2 et un D, c'est l'estimation de la variance de la différence, etc. Vous faites une fiche avec vraiment tous les noms de tout ce que vous voulez faire. Et déjà, ça met vachement au clair, je trouve, les informations. Et aussi, évidemment, ce que je vous conseille de faire c'est vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Il n'y a rien de mieux en biostatistique que de vous entraîner. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas de secret en biostat. C'est l'entraînement qui fait que vous allez comprendre. Et bien sûr, il y a le cours, évidemment, mais voilà, c'est vous entraîner. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais pas forcément beaucoup de... Enfin, quand j'avais fait plein d'annales et tout, ce que je faisais, en fait, je prenais les annales, mais je changeais juste les valeurs. Mais je faisais pas des grands exercices où genre je me les inventais moi-même, c'est pas possible, j'arrivais pas. Mais juste je prenais l'exercice et je changeais les valeurs et je me disais, ok, bon, ben, je vais refaire et je vais me dire, je vais refaire le cheminement et en soi, je connaîtrais pas la réponse, mais on s'en fiche un peu de la réponse finale, si c'est vrai ou si c'est juste pour voir l'acheminement du raisonnement. Est-ce que j'ai fait exactement la même chose que pour la correction en elle-même. Et si j'ai fait la même chose, normalement, ça devrait être juste.
As-tu des livres spécifiques à conseiller pour t'entraîner? En UE4, non, je t'avoue que j'en ai pas à conseiller. J'en connais pas en UE4, je vous avoue. Mais entraînez-vous sur les annales. Bon, malheureusement, on n'a pas d'annales en LAS, parce que enfin, genre, on n'a pas les annales du vrai concours. On a les annales, on va essayer de les demander cette année, mais ça fait 2 fois on les demande et on les a pas. Enfin, la fac, elle nous les passe pas. Et du coup, on va encore essayer de donner cette année, demander. On espère qu'on les aura. Mais sinon, nous, on propose les annales des passes. Et en soi, c'est même cours. Donc, enfin, c'est les annales des passes triées avec ce que vous avez au programme. Donc, franchement, ça sert à rien de s'entraîner sur des livres. Je conseille plus de vous entraîner sur les annales parce que c'est ce qui tombe au concours finalement. Donc, ouais, plus vous entraînez sur les annales et bien sûr, accessoirement sur les écuries parce que bah, c'est un reflet de ce que vous allez avoir au concours, quoi. Est-ce que c'est bon pour cette partie-ci avant qu'on passe aux échantillons, aux plus petits enfin, aux échantillons petits? Ou est-ce que vous voulez prendre une pause? C'est comme vous voulez, vous me dites. Et moi, je le fais en fonction de vous. Oui, vas-y, dis-moi. KMP. Par rapport aux courbes avec le E, oui, je les remets, comme ça on les voit. Est-ce que tu parles de celle-ci, là? Il y avait un exemple, il y en a une, et l'autre, il y en avait deux. Ah oui, c'était celle-ci. Est-ce que tu parles de ces courbes-là? Non, plutôt l'autre, ok. Et du coup, là, il n'y a qu'une seule courbe sur toutes que j'ai montrées. Mais du coup, est-ce que tu as vu deux... Ah non, pardon, tu parlais du E, pardon, et pas du... Pardon, oui, désolée. Alors, j'ai cru que tu parlais des courbes, je ne comprenais pas. Alors, exemple, il y en a... Un exemple, il y en a un, et l'autre, il y a deux E. Alors là, il y a un seul E, et là, il y a deux E. Mais en fait, c'est parce que, en gros, là, c'est parce qu'ils ont mis un E là, mais c'était genre, le E, tu peux le mettre ici, ou le E, tu peux le mettre là. C'est pas, il n'y a pas deux E différents. C'est juste, pardon, c'était juste pour montrer en gros, genre si tu as un E qui est inférieur à moins n de alpha et un E qui est supérieur à moins E de... En fait, ça voulait juste montrer, en gros, là, c'est pour montrer que c'est le E, il était entre les deux, mais le E, on aurait pu très bien mettre un E là. Mais là, c'était juste pour montrer que soit il pouvait être là, soit il pouvait être là. Et du coup, en fonction de la valeur absolue, si c'est ici, c'est juste pour que ça soit pas négatif. Voilà, c'est pour ça qu'on met valeur absolue si, au cas où si c'est négatif. Voilà. On va passer du coup à la deuxième partie du cours sur le cas des petits échantillons N1 ou N2 inférieurs à 30. Moi, je vous avoue que cette partie du cours, j'ai trouvé un peu plus compliquée que l'autre, mais on va prendre le temps et on va y arriver. Alors, on recommence comme tout à l'heure les étapes pour comparer les échantillons. La première chose à faire, comme d'hab, des hypothèses à tester, c'est en fait en biostat, c'est toujours la même chose. C'est les mêmes étapes à chaque fois, c'est juste en soi les calculs qui sont différents. Du coup, dès que vous avez le cheminement des étapes, c'est déjà pas mal. Donc, première chose à tester, les hypothèses. Les moyennes sont identiques, ça veut dire que c'est H0, les moyennes sont différentes, c'est HA. Deuxième chose à faire, choix du risque alpha. Souvent, comme j'ai dit, c'est 0,5. Je passe un peu vite parce qu'on l'a revu plusieurs fois. Et de toute façon, c'est dit dans l'énoncé. Néanmoins, pour les conditions d'application, on a des conditions qui n'étaient pas là pour les échantillons qui étaient supérieurs ou égaux à 30. L'échantillon doit être pris au hasard, doit être indépendant, mais tous ces deux trucs, ça équivaut à dire que la variable quantitative étudiée est distribuée dans chacune des deux populations d'où proviennent les échantillons selon des lois normales de même variance. Donc en gros, les variances doivent être égales.
pour quand les échantillons sont inférieurs à 30, je le répète, les variances doivent être égales. Donc, c'est une condition à faire. Attention, parce que dans le cas des petits échantillons, l'estimation qu'on a fait juste avant n'est plus valable. Maintenant, on doit faire, avant on avait fait la statistique du test de l'écart type, et maintenant, il faut faire la statistique du test de student. Donc c'est différent, c'est ça qui les rend différentes. Et c'est peut-être un peu plus compliqué parce que quand vous regardez des formules, elles font un peu peur. Mais on va y aller petit à petit. Alors, afin de simplifier les calculs dans les petits échantillons, dans les cas des petits échantillons, on suppose que les échantillons sont issus de populations dont les moyennes peuvent être différentes, mais de variance égale. OK? Donc, moyenne différente, variance égale. Donc, l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 1, la variance de l'échantillon numéro 1 et la variance de l'échantillon numéro 2, elles sont égales. Donc, en gros, la variance de l'échantillon numéro 1 est égale à la variance de l'échantillon numéro 2. Et ça veut dire que la variance globale, elle est égale à la variance globale. Et cette variance globale, elle est estimée par ce calcul-ci qui fait très peur, mais on va y aller petit à petit. Donc, là, je répète, pour être bien clair, les variances dans les petits échantillons, c'est égal, mais du coup, on a une variance globale. Et cette variance globale, elle peut être estimée par l'estimation du coût de la variance, qui est du coup, cette estimation de la variance, elle est égale, accrochez-vous, à n de 1 moins 1. Donc, le nombre dans l'échantillon numéro 1, moins 1, fois l'estimation de la variance de l'échantillon de la variance numéro 1. Oui, c'est ça. Plus n de 2, donc le nombre dans l'échantillon numéro 2, moins 1, fois l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 2, qui est divisé par, du coup, n de 1 plus n de 2 moins 2. Cette partie, c'est simple, cette partie, c'est un peu plus compliqué. Ce truc-là, je vous avoue, il fait peur de fou. Si vous voulez que je l'explique en détail, vous me le dites, mais moi, je ne suis pas trop chaud parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est la même chose. C'est si vous n'avez pas de quoi calculer l'estimation de la variance, vous faites tout simplement la somme de la moyenne pardon, j'arrive pas à dire, la somme de x de 1 moins la moyenne de la population numéro 1 au carré, plus la somme des différents x, en fait, moins l'estimation, la moyenne de l'échantillon numéro 2 au carré divisé par n de 1 plus n de 2. Je vais réexpliquer ça parce que je ne sais pas si c'était clair. Du coup, l'estimation globale des échantillons, elle peut être aussi égale à la somme des x de l'échantillon numéro 1, donc c'est possible qu'il y ait plusieurs x, moins la moyenne des échantillons numéro 1 au carré, plus la somme des x de l'échantillon numéro 2, moins la moyenne de l'échantillon numéro 2 au carré divisé par n de 1 plus n de 2. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est la variance? Je n'étais pas là au premier cours. Alors là, je ne sais pas trop comment. Je t'avoue que je n'ai pas prévu du coup de faire l'explication de la variance. Je vais tout simplement te montrer une définition sur Internet. Comme ça, je suis sûre que je ne dis pas des bêtises. Variance. La variance, c'est l'écart type. Du coup. Après, voilà, en fait, c'est compliqué parce que tu sais, c'est des définitions en mode des trucs. Voilà, mince. Une définition bizarre avec des chiffres, mais en gros, on va dire le calcul de l'écart type moyen absolu. En fait, la variance, c'est l'amplitude des écarts, de l'amplitude des différences de l'écart type, quoi. Est-ce que c'est un peu compréhensible ce que j'ai dit ou pas? Ok, parfait. Si c'est compréhensible, ça va.
Donc, on était où? Voilà, j'étais à là. Et maintenant, on va passer à la loi, après avoir calculé, du coup, l'estimation globale de, des échantillons. On va passer, du coup, à la statistique du test, qui est ici notée T, petit t, alors que là-bas, enfin, pour les grands échantillons, c'est noté E. Donc, cette statistique du test, et du coup, la deuxième formule, il faut la connaître. Laquelle? Tu parles de celle juste avant, attends. Celle-ci? Si tu parles de celle-ci, je pense que tu as dit oui. Non, oui. Enfin, en vrai, je te conseillerais de connaître toutes les formules. Je vais pas te mentir. Mais du coup, oui. Il faut essayer de la connaître. Même si tu connais ça, tu peux t'en sortir pour retrouver ça aussi. Du coup, maintenant, on va calculer la statistique du test, elle correspond à la différence des moyennes exprimée en unités d'écart type estimée. Cette statistique ne suit pas la même loi que dans les cas précédents. T suit une loi de Student à égale, enfin du coup, 2 points, N1 plus N2 moins 2 DDL si H0 est vrai. En fait, j'ai oublié, j'ai fait une erreur. En gros, pardon, là, c'est le degré de liberté. Il est égal à N1 plus N2 divisé moins 2. Si H0 est vrai. J'avais oublié le DDL. Donc, cette estimation, elle est calculée avec du coup la différence entre des moyennes des deux échantillons divisé par ce qu'on vient de calculer. Donc, l'estimation oula, j'arrive pas à parler. L'estimation de la variance de la différence. Donc, c'est aussi, c'est la même chose. Donc, le grand T, c'est égal à la moyenne, la différence des moyennes des deux, divisé par la variance de D. Et cette variance de D, elle est estimée par l'estimation de la variance de D, qui est égale à, du coup, ce qu'on vient de calculer, juste ici, l'estimation globale des échantillons divisé par N1 plus l'estimation globale des échantillons divisé par N2, qui est aussi égal à ça accessoirement. Est-ce que c'était compréhensible ce que je viens de dire ou pas? Ou je réexplique? Encore une fois, pendant les exemples, j'ai bien mis genre les étapes. En premier, vous calculez ça. Deuxième, vous calculez ça. Troisième, vous calculez ça. Comme ça, c'est un peu plus clair que genre je vous mets des informations comme ça, des formules. Mais voilà. Du coup, voilà. Et je le répète, la loi de Student sous H0, le degré de liberté est égal à N1 plus N2 moins 2. Voilà. Et oui, il faut bien mettre la racine carrée à chaque fois. Donc, cinquième chose à faire, rebelote. Conclusion du test. Pour un risque alpha choisi, on lit la valeur T de alpha DDL, enfin selon alpha et DDL dans la table de Student. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la table de Student aussi. Si la valeur absolue de T, enfin de l'estimation, de la statistique, pardon, est inférieure à la valeur qu'on lit dans la table selon alpha et DDL, on ne rejette pas H0. Si elle est supérieure ou égale, on rejette H0 pour encore accepter HA au risque alpha. Sixième chose à faire, détermination du risque de signification. Même principe que pour le grand échantillon, mais cette fois-ci, on va lire dans la table numérique bilatérale de la loi de Student la valeur telle que delta t, delta, pardon, oula, j'ai dit n'importe quoi. La valeur absolue de la statistique est égale à t de la degré de signification selon le degré de liberté, avec, on n'oublie pas, le degré de liberté qui est égal à n plus 1 N1 plus N2 moins 2 degrés de liberté. Sachant que pour le grand échantillon, je vous rappelle, il n'y avait pas de degré de liberté. Alors que pour les petits échantillons, il faut calculer le degré de liberté. Donc, il faut bien le noter. Voilà. J'ai repris la même chose que tout à l'heure pour bien expliquer pour les non-rejets, rejets. Je vais réexpliquer brièvement. Donc, si T, il est compris entre moins la valeur qui est écrite dans le tableau selon alpha et le degré de liberté, ou qu'il est compris entre le moins le pardon, je reprends, si T
Et je reprends du début, excusez-moi, je me suis embrouillée. Si la statistique est comprise entre la valeur négative de T de la valeur qu'on trouve dans la loi de Student selon alpha et le degré de liberté, ou la valeur positive dans la table selon alpha et le degré de liberté, alors la valeur absolue de T est inférieure à la valeur de T qu'on retrouve dans le tableau selon alpha et degré de liberté. Dans ce cas-là, on ne rejette pas H0. C'est le même principe que la dernière fois, c'est juste en soi les lettres qui changent. Par contre, si du coup T il est inférieur à la valeur négative de T selon alpha et le degré de liberté, ou alors supérieur à selon la valeur positive du T selon alpha et le degré de liberté, que je rappelle encore une fois qu'on trouve selon dans le tableau de Student, on ne calcule pas. Dans ce cas-là, la valeur absolue de T, elle est supérieure à la valeur qu'on trouve de T dans alpha, selon alpha et le degré de liberté. Et dans ce cas-là, on va rejeter H0 pour accepter HA au risque alpha. Est-ce que HA est égal à H1 chaque fois, ou est-ce qu'on peut avoir d'autres niveaux, H2 par exemple? Alors là, tu me poses une colle, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout, mais je ne pense que s'il y a plusieurs niveaux, dans ce cas-là, on n'a pas à... on ne vous fera pas apprendre. C'est vrai que moi aussi, j'avais appris HA on me disait H1, mais je pense que c'est juste le prof qui met, au lieu de H1, il met HA, quoi. Mais c'est la même chose. Et je pense pas qu'il y en ait d'autres. Mais après, il faudrait demander au prof. Mais en tout cas, dans les cours, on nous parle toujours que de HA et pas d'autres niveaux. Donc, je ne pense pas. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on fasse les exercices? Enfin, l'exercice. Ou est-ce que vous voulez prendre une pause? Est-ce que c'est comme vous voulez? On va continuer exercice. Donc, pour le cas des petits échantillons, on va prendre l'exemple. On souhaite savoir si le rythme cardiaque moyen des individus hyperthyroïdiens est différent du rythme cardiaque moyen des individus non hyperthyroïdiens, entre gros parenthèses et gros guillemets normaux. On a observé sur 2 échantillons pris au hasard. Pour l'échantillon numéro 1 égale 12, hyperthyroïdien, une moyenne de x1 est égale à 102,9 et une variance estimée de la population d'origine est égale à 251,1. Donc là, vous voyez, on ne nous a pas donné la variance, on a donné l'estimation de la variance directement, donc ça, c'est plutôt cool. On a des calculs en moins à faire. Pour N2 égale 11 normaux, entre guillemets, une moyenne de x2 est égale à 77,8. Il n'y a pas été noté là, mais c'est battement par minute, évidemment. Et une variance estimée de la population d'origine est égale à 99,5%. 5, pas pour cent. Donc, comme d'hab, on suit, on met en gras les informations importantes. Et l'énoncé nous dit que nous supposerons par la suite que le rythme cardiaque suit une loi normale et que les variances sont les mêmes dans les 2 populations. Donc là, vous voyez, variances sont les mêmes. On comprend, je ne l'ai pas mis en gras, mais on va le mettre de suite en gras, parce que c'est hyper important, parce que c'est une des conditions à avoir en fait. Variances sont les mêmes en gras, parce que c'est une des conditions à avoir. Première chose à faire. Alors, c'est quoi la latte de Student? Oui, mais en fait, en gros, c'est une bonne question. C'est vrai que ça peut porter à confusion, mais non. Ah, je ne vais pas vous voyez. C'est le rythme, je ne saurais pas comment expliquer, mais en gros, c'est le rythme cardiaque qui suit la loi de normale, c'est vrai, hein, c'est vrai, mais par contre, l'estimation, elle va suivre la loi
de students parce que les effectifs ils sont inférieurs à 30. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais même si écrit loi normale, de toute façon, si vous voyez échantillon inférieur à 30, vous prenez loi student direct. Même si écrit loi normale inférieur à 30, il n'y a pas à réfléchir, c'est loi student. Du coup, on reprend. Comme d'hab, première chose à faire avant de se lancer dans des calculs faramineux, le tableau. Hyper important. Je suis une vieille grand-mère à répéter H24 la même chose, mais franchement, c'est que ça aide énormément d'avoir ça au lieu d'avoir un énoncé bizarre. Donc, le tableau, hyper dit oui ou non. Le numéro, enfin le nombre de personnes dans l'échantillon numéro oui, l'échantillon numéro non, la moyenne et les variances estimées pour chaque échantillon. Après ça, comme d'hab, rebelote, après l'avoir fait 10 milliards de fois. Hypothèse à tester, les deux échantillons sont issus de deux populations caractérisées par un même rythme cardiaque, H0, et les moyennes vraies dans les deux populations sont différentes, HA. Donc là, en gros, ça veut dire les moyennes sont pareilles et les moyennes sont différentes. On recalcule la différence directe comme ça, on n'a rien à faire. Ici, la différence est égale à 102,9 moins 77,8, ce qui est égal à 25,1. Et ce 25,1, on va le comparer avec 0. Après, encore, choix du risque. Alpha est égal à 0,05. Condition d'application, échantillon indépendant, c'est bon. Prix au hasard, c'est bon. Et taille supérieure à 30. Le rythme cardiaque est distribué normalement dans les deux populations avec des variances identiques. Encore une fois, je ne l'ai pas mis en gras parce que j'ai oublié, mais voilà. Variance identique, il ne faut pas oublier que c'est obligé. Maintenant, on va passer aux calculs qui font plaisir. On va calculer la statistique du test. Comme d'hab, là, je vais vous laisser un peu plus de temps parce que c'est un peu plus long, entre guillemets. Mais je vous ai mis tout ce dont vous avez besoin, les formules qui font peur. Et voilà, et je vous laisse le temps. Quelle heure il est 18. Je vais vous laisser jusqu'à 25. Vous me dites si vous avez fini avant, c'est très bien. À ce 25, je reviendrai. Enfin, je reviendrai ici, hein, mais je vous redemanderai si c'est bon ou si vous voulez un peu plus de temps. Mais voilà, normalement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Et voilà. Et si vous avez des questions, je suis là. De toute façon, vous me dites et je peux y répondre pendant jusqu'à 25. Bon.
J'ai vu qu'il y en a certains qui avaient terminé. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin encore un tout petit peu de temps pour terminer ou je peux commencer à corriger dès maintenant? Si vous avez besoin de temps, je peux vous en laisser, il n'y a pas de souci. Juste dites-le moi, comme ça je commence pas la correction. Bon, quel est le lien entre S2... Alors, avant de faire la correction, je vais te répondre, Cadet. En gros, euh, S2, ça, là, le truc bizarre, c'est l'estimation de la variance de la différence. Ça, c'est la variance de la différence. Donc, en gros, c'est la même chose. Dans les calculs, c'est la même chose, mais ça, voilà. Concrètement, c'est l'estimation de la variance. Parce que la variance, on ne peut pas la calculer, genre, pour sûr, on l'estime. Parce qu'en fait, la variance, en gros, c'est si je dis pas de bêtises, c'est la variance dans la population globale, alors que ça, c'est la variance de la différence des deux échantillons. Donc, voilà. Dans vos calculs, en soi, vous mettez exactement la même valeur, mais il y a quand même une petite nuance, parce que ça, c'est l'estimation de la variance, alors que ça, c'est la variance en elle-même. Est-ce que tu as compris? Parfait. On va commencer à passer à la correction alors. Alors, pour le premier, vous avez, je revais en arrière. Mince, vous avez vu la réponse, c'est pas grave. Donc, tout d'abord, on a dit qu'on allait calculer du coup l'estimation, ce que j'appelle moi l'estimation globale pour chaque échantillon. Donc, j'ai pas remis le tableau, et c'est une petite erreur de ma part, mais en gros, du coup, dans l'échantillon numéro 1, il y a 12 personnes. Donc, on fait 12 moins 1 fois l'estimation de la variance de l'échantillon numéro 1, qui est égal ici à 251,1. Et on fait la même chose pour l'échantillon numéro 2. Et s'il y avait 3 échantillons, on aurait fait la même chose pour en plus l'échantillon numéro... Ah non, mais c'est qu'entre 2 échantillons, je dis n'importe quoi. Donc on ne fait pas. Vous oubliez ce que je viens de dire. Donc pour l'échantillon numéro 2, le nombre de la population, enfin le nombre de l'échantillon, c'est 11. Donc 11 moins 1 fois l'estimation de la variance est égale à 99,5 et divisé par le nombre de populations, la somme de la population entre l'échantillon 1 et l'échantillon 2, moins 2, et on trouve 178,9. Ensuite, il faut faire du coup l'estimation de la variance globale. Et pour ça, du coup, on prend l'estimation de la variance, pardon, je dis n'importe quoi. On a en calcul l'estimation de la variance de la différence. Pour ça, on calcule l'estimation de la variance globale divisé par les échantillons, le nombre dans chaque échantillon. Donc ce calcul, il est simple. On a fait le plus dur. Donc là, ça revient à la même chose. On fait du coup le chiffre qu'on a trouvé juste avant, 178,9 fois 1 sur 12 plus 1 sur 11 est égal à 31,7. Mais ça revient, je rappelle, à exactement la même chose à mettre que de faire 178 divisé par 12 plus 178 divisé par 11. C'est la même chose, c'est juste que là, c'est un peu plus... Ils ont développé, ils ont réduit la formule. Est-ce que pour l'instant, on est bon? Tout le monde a compris ces deux étapes? Parfait. Et du coup, maintenant, la dernière étape, c'est de calculer. Je reviens en arrière. La statistique du test. Et donc, pour ça, on fait la différence entre... On prend combien de chiffres après la virgule à chaque fois? Moi, je conseillerais, si par exemple, là, on vous donne un chiffre, par exemple 102,9, vous prenez ça. Mais après, essayez de prendre le plus. Moi, je conseille toujours
2 chiffres après la virgule. Mais après, ce que vous pouvez faire aussi, et bon, sachant que du coup, vu que c'est des calculs sans calculatrice, normalement, il n'y a pas énormément de chiffres bizarres, entre guillemets. Mais ouais, prenez 2 chiffres après la virgule, comme ça, vous êtes sûr, et voilà. Du coup, le plus dur, il a été largement fait. Maintenant, pour calculer la statistique, on fait tout simplement la différence entre les deux moyennes, 102,9 moins 77,8, divisé par la racine carrée de ce qu'on vient de calculer. Et on trouve, comme vous l'avez trouvé, 4,49. Et là, vous pouvez mettre, si vous voulez, 4,80, enfin 4,5 aussi. Voilà. En fait, en vrai de vrai, il ne faut pas non plus mettre 4,5 parce que du coup, pour après, le degré de signification, ça peut être différent. Donc, je vous conseille quand même de mettre 2 chiffres après la virgule, comme ça, vous êtes sûr. Parce que si vous arrondissez, parfois, après, pour le degré de signification, ça peut poser problème. Et voilà. Du coup, c'est bon. On a calculé T, on est bon, on est trop chaud. Et maintenant, il faut calculer le degré de liberté. Il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez le calculer après ça. Et je vous rappelle, c'était n de 1 plus n de 2 moins 2. Donc, ça fait 21 degrés de liberté. Et avec ça, maintenant, on peut faire la conclusion du test. Donc, je vous laisse faire la conclusion du test. Vous me dites si on rejette H0 ou si on l'accepte. Donc oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est 4,59 du coup qu'on avait trouvé pour l'estimation. Pardon, pour la statistique. Parfait, vous avez trouvé. On rejette bien H0 parce que la statistique qu'on a trouvée, nous, elle était de 4,496. Quand on regarde pour notre petit tableau, je n'ai pas mis le tableau en entier parce que 21 degrés de liberté, ça fait un long tableau. Du coup, je l'ai refait moi-même. Donc, vous avez le degré de liberté à 21. Quand on regarde pour le risque alpha, qui, je rappelle, c'était 0,05, on trouve 2,080. 4,49, c'est supérieur à 2,80. Et du coup, on rejette H0 au risque de 5% de se tromper. Et on en peut en conclure que le rythme cardiaque moyen est statistiquement différent chez les personnes avec une hyperthyroïdie ou non. Donc, en gros, les moyennes entre les deux, elles sont différentes. Et elles ne sont pas dues à des fluctuations d'échantillonnage. Et dernière étape, détermination du degré de signification. Toujours pareil, même technique que précédemment. On regarde où est-ce que ça se situe. Je rappelle que le chiffre qu'on a trouvé, c'était 4,49. Donc, dites-moi là, pour le degré de signification, qu'est-ce que c'est? Enfin, il est supérieur ou inférieur à quel chiffre? Merci, je donne la réponse, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent tenter de répondre? Donc, ouais, vous avez raison. Misa, je ne sais pas si tu as fait une faute de frappe, mais du coup, c'était bien à 0,01 parce que nous, le chiffre qu'on avait trouvé, c'était 4,49. Et là, si tu vois, il n'y a pas en fait ensuite. Donc, ça peut être que inférieur à 0,01. Du coup, là, c'est simple aussi. Ah oui, du coup, pardon, une petite subtilité que j'ai oublié de préciser.
pour quand c'est, vous avez vu, vous vous rappelez, pour quand c'était les grands échantillons, on prenait la table de la loi normale et on recherchait où est-ce que se situait notre valeur entre deux chiffres. Là, c'est différent parce qu'il faut voir par rapport à notre degré de liberté. Alors que pour la loi normale, il fallait juste regarder la grille, enfin la table et trouver notre chiffre. Là, pour quand c'est un petit échantillon, il faut bien regarder par rapport à notre degré de liberté. Notre degré de liberté, c'est 21. Du coup, on regarde sur la ligne de 21. Ça va jamais au-dessus généralement de 0,01 et il n'y a pas. Donc, ça peut être que inférieur à 0, enfin notre degré de signification, il peut être que inférieur à 0,01 parce que ça se trouve quelque part par ici, voilà, sûrement proche de 0. Ça veut dire que c'est significatif. Du coup, j'ai fini le cours. Est-ce que vous avez des questions sur le cours? Est-ce que vous voulez que je reprenne certains points? Ou alors, est-ce que vous avez des questions sur la LAS en général? Je vais mettre... oui, déjà, je vais vous remercier d'abord de votre attention. Merci d'avoir participé, parce que moi, je me sens un peu moins seule quand vous participez. Et j'espère que j'ai été le plus clair possible. Si vous avez des questions, que ce soit sur le cours ou sur la LAS, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. J'ai laissé mon Facebook, je vais poster une diapositive. Euh, et ah oui. Je vais reprendre les degrés de signification alors. Et KMP, je réponds juste au degré de signification. Alors, c'est vrai que hier aussi, quand j'ai fait le degré de signification, les gens étaient un peu... ils n'avaient pas trop compris, mais en vrai, il y a pas grand-chose de compliqué, il n'y a rien à comprendre. En gros, pour les grands échantillons, tu as ta table de... je vais vous mettre une en plus grand. Vous tapez, je vais taper sur Internet. Table, mince, table loi normale. Donc, vous avez en fait, en gros, votre table. Et est-ce que ça va se focaliser? Voilà. Donc, en gros, vous avez votre table de la normale et vous voyez là, il n'y a pas écrit degré de liberté comme il peut avoir écrit sur la table de student. Donc, en gros, imaginons, je vais vous dire un chiffre au pif. Elle est bizarre cette table. Elle est un peu bizarre. Je vais en prendre une autre. Bon, je dis n'importe quoi, mais par rapport à, du coup, nous, notre chiffre, c'était, on avait pris 2,56. En gros, vous avez une grande table et en fait, il faut regarder où est-ce que vous voyez votre chiffre qui ressemble le plus. Où est-ce que c'est le plus proche en fait. Donc en gros, là, vous regardez, vous partez du début, on a 0,1, 0,2, 0,3, nanani, nanana. On monte 1, 1, 1, 1, 1, 1,96. Et là, on voit quoi? 2,17, on se rapproche. 2,33, on se rapproche. 2,58. Et c'est là où je vous dis que parfois, c'est bien de mettre deux chiffres après la virgule parce que là, vous voyez, à 0,2 près, c'est plus du tout la même chose. Donc, on regarde, on voit, OK, notre chiffre 2,56, ça se trouve entre 2,33 et 2,58. Du coup, le degré de signification, il se trouve entre ces deux chiffres. Du coup, il est inférieur à 0,02. Il est supérieur à 0,01. Mais c'est plus précis de mettre inférieur à 0,02, parce que supérieur à 0,01, ça peut être 0,9, comme ça peut être 0,2. Est-ce que c'est un peu plus compréhensible? En gros, vous regardez où est-ce que vous voyez votre chiffre et vous mettez selon votre truc, quoi. Et selon où est-ce que votre chiffre se situe. Si par exemple, on avait eu, je dis n'importe quoi, on avait eu 0,59, on serait mis, ok, je cherche 0,59. Ok, 0,59, 0,59, ok, c'est, là on a 0,58, ok, je m'y rapproche, 0,60, ah ben c'est entre les deux. Du coup, notre degré de signification, il est inférieur à 0,06. Et pareil, si j'avais eu 1,09. Léa, est-ce que vous voulez que je reprenne aussi pour le degré de signification des petits échantillons? Ou ça va, en soi, c'est exactement le même principe, hein. C'est juste que du coup, là, il faut faire par rapport au degré de liberté. Je vais vous montrer une table de student. Table loi de student.
Donc, on ne la voit pas. Elle est où la loi de student? Ah, voilà. Ah, super l'image. Où est-ce que ça peut être? C'est quoi ça? Loi binomiale, loi binomiale. Loi de Poisson. Voilà, loi des students, voilà. Vous avez votre degré de liberté, nous c'était 21. Notre chiffre, c'était quoi? J'ai oublié. 4,49. 21, on regarde. Bon, là, elle n'est pas très précise. Ah si, non, j'ai rien dit, pardon. Je me suis trompée. Donc là, vous voyez, vous regardez votre degré de liberté et vous essayez de regarder en fait le même principe. Où est-ce que votre chiffre il se situe? Là, vous voyez qu'on a eu 4, donc ça peut être que supérieur à 0,05. Eux, ils n'ont pas fait comme moi, ils ne sont pas allés un peu plus loin. Nous, on est allé jusqu'à 0,01. Eux, ils sont arrêtés. Attendez. Non, enfin, non, pardon. Eux, ils sont allés un peu plus loin que nous, justement, et ils sont allés jusqu'à 0,05. Et là, on aurait pu dire que c'est du coup inférieur à 0,005. Mais nous, moi, je m'étais arrêtée ici parce que je n'étais pas allée plus loin que ça. Et par exemple, si notre chiffre, ça aurait été 10 degrés de liberté et notre chiffre, c'était, je dis un truc au hasard, hein, ça aurait été 1,2. Donc, on regarde, OK, 0,87 à 1,3. Donc, ça veut dire que ça se situe entre les deux. Et donc, pour ça, on va dire que le degré de signification, il est inférieur à 0,20. Et pareil, si notre degré de liberté, c'était 34 et qu'on avait 2,3, on aurait regardé entre les deux. C'est entre ces deux-là, c'est entre le 0,025 et 0,01. Dans ce cas-là, on aurait dit que notre degré de la signification, ça aurait été inférieur à 0,025 parce que ça se situe entre les deux. Est-ce que c'est plus vous avez bien compris comme ça? C'est vraiment tout simple. C'est juste pour tous les degrés de signification générale, vous regardez et vous comparez en fait. C'est ça, c'est de la comparaison entre les valeurs. Il y a Mathéo qui m'a posé une question en message privé en me disant qu'il n'y a pas de QCM. Non, j'ai décidé de ne pas faire de QCM pour ces deux, les cours que j'ai fait aujourd'hui, les cours que j'ai fait hier, parce que j'ai trouvé que c'était un peu plus sympa de faire en fait, les exercices que j'ai fait là, c'est un peu style QCM en fait. Mais et c'est pour vous faire un peu travailler. Et non, les QCM, c'est pas forcément que des définitions de cours, ça peut être des calculs. Ça peut être les deux. Mais en fait, c'est un peu comme, je sais pas si vous venez tous de passe, mais si vous venez de passe, en fait, c'est un peu comme l'épreuve du UE4. Confirmez-moi qu'en UE4, vous aviez bien des questions de cours et des calculs. Mais voilà, pour ceux qui ne viennent pas de passe, oui, normalement, c'est des questions de cours et il peut y avoir aussi des calculs, s'il y a les deux. Après, des questions de cours, c'est pas genre les définitions, ça sera plus du style est-ce que les conditions sont respectées ou ce genre de choses. Voilà, mais donc voilà. Et oui, il y avait KMP qui m'avait envoyé une question. Ah oui. Pendant la présentation, avons-nous parcouru les grandes notions de biostat où il y a beaucoup qu'on n'a pas encore traité pour avoir une idée? Alors, pour être totalement honnête avec vous, non, il y a encore pas mal de notions. Si vous voulez, je peux vous montrer les cours qu'il y a. Globalement, je ne vais pas vous montrer le détail des cours, hein, mais voilà, vous avez. Ah mince, mais ça, c'est que les cours. On a fait 3 cours et en tout, je crois, il y en a 7 ou 6. En vrai, là, où vous avez parcouru, je vais arrêter mon partage d'écran. Arrêter le partage parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais mettre ma caméra comme vous voyez. Mais en gros, oui, pour l'instant, non, vous n'avez pas parcouru je dirais, ouais, vous n'avez pas parcouru un tiers de tout ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de cours et ils sont longs. On a aussi voulu faire que la partie stats et pas la partie proba, parce que la partie proba, c'est un peu plus simple que la partie stats. Mais voilà, pour avoir une idée, non, vous n'avez pas parcouru les grandes notions. Vous avez parcouru les grandes notions de statistiques, mais pas de probabilité. Et oui, il y a encore pas mal de choses à traiter quand même.
est-ce que les cours... que les cours du semestre 1. Mais en fait, non, c'est les deux cours. C'est en fait, en gros, pour la LAS, l'année dernière, ils avaient genre séparé les vidéos en deux parties. Genre, ils avaient fait une partie qu'ils avaient postée, je crois, genre en octobre, et une partie qu'ils avaient postée, je crois, en janvier, un truc comme ça. Et, mais en fait, c'est juste les mêmes cours. Enfin, c'est pas les mêmes cours, mais c'est genre, il n'y a pas deux semestres équivalents comme en passe. C'est genre, en soi, c'est toutes les matières là que vous avez eues. Vous avez eu vraiment toutes les matières. C'est toutes les matières que vous allez avoir. Pas avec tous les cours, évidemment, mais voilà, toutes les matières que vous avez eu un cours sur chaque matière au moins. Donc oui, ça traite les deux semestres, entre guillemets. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le cours d'hier aussi, si vous l'avez fait? Pas sur le premier cours parce que c'est pas moi qui l'avais fait, du coup je ne l'ai pas revu, mais ou même sur la LAS en général, si vous avez des questions sur le TAM, dites-le moi parce que je suis là. Tu sais quel cours on aura au S3? Tu veux dire pour la mineure, non, je ne sais pas. On ne s'est pas sorti, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que l'année dernière, c'était anatomie. Non, c'était au premier, c'était biostats et Il y avait, santé sociale et humaine, il y avait aussi médicaments, je crois. un truc comme ça. Et après, oui, je crois que c'est ça. Et au deuxième semestre, c'était. Ah non, il y avait aussi médicaments pour le premier semestre, qui vous avez sorti vidéo. Et après, pour le deuxième, ils avaient sorti anatomie tubocibacien, anatomie tête et cou. Mais après, je ne sais pas s'ils vont faire ça cette année aussi, on ne sait pas encore. Est-ce qu'on aura accès à tous les cours sur la plateforme de la rentrée? Est-ce que tu parles de la plateforme? Je ne pense pas que tu parles de la plateforme de QCM, parce que la plateforme de QCM, il n'y a que les QCM. Mais après, oui, vous aurez accès à, si vous êtes adhérent au TAM et que vous avez payé tout, on va vous ajouter sur le groupe Facebook. Et quand vous aurez ajouté sur le groupe Facebook, on va vous envoyer, dès que les vidéos seront sorties, parce qu'on ne peut pas vous donner les cours avant que les vidéos soient sorties, on vous donnera les cours homéotypés. Et vous aurez, oui, accès à tous les cours, sauf les cours du coup de biostat, parce que dans les cours de biostat, les profs ont donné un polycopier. Du coup, on n'a pas repris les cours. Mais sinon, oui, vous aurez accès à tous les autres cours du coup, avec tous les schémas, tout. On est en train de les relire là pour voir si tout a été bien été pris. Mais oui, vous aurez accès du coup, par contre, je ne sais pas si on va vous donner accès à tous les cours en même temps. Je ne voulais pas vous mentir, mais en tout cas, vous aurez accès aux cours de toute façon. Bah, du coup, c'est les cours de l'année dernière que vous allez avoir. Parce que normalement, ça ne change pas d'une année à l'autre. Donc, c'est les mêmes cours. Mais pas maintenant, tu ne peux pas les avoir, désolé. Nous, on aimerait bien vous les donner, mais la faculté, elle ne nous autorise pas à les donner avant que les, euh, les vidéos soient postées par égalité des chances. Oui, voilà. À partir d'octobre-novembre, ouais. On n'a pas non plus la date exacte de quand est-ce que ça va sortir. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions?